Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est possible que vous regardiez cette vidéo sur votre téléphone portable. Vous faites donc partie des 70% qui regardent des vidéos YouTube sur leur smartphone. Et si vous avez un smartphone, vous faites sans doute partie des 5 à 6 milliards de personnes qui ont un tel appareil. Alors aujourd'hui, on va donc parler de ça. Et sachez que les premiers smartphones qui sont sortis à peu près dans les années 90 connaissent vraiment une révolution en 2007 avec l'iPhone de Steve Jobs qui est le smartphone son image la plus connue. Et ensuite, avec l'émergence de réseaux comme Facebook, Twitter et plus tard Instagram, eh bien peu à peu on va voir se développer des types de comportements de plus en plus forts qui sont conséquences notamment de l'addiction numérique. Alors, c'est au cours de 3 vidéos que je développerai le thème des téléphones portables. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aborderai surtout les effets physiobiologiques des ondes émises par la téléphonie mobile. Dans une deuxième vidéo, là, j'insisterai vraiment sur le côté addictif des téléphones et par extension des réseaux sociaux. Dans une troisième vidéo enfin, je vous proposerai des solutions pour éviter une exposition trop forte aux ondes émises par la téléphonie mobile en général et ainsi que des solutions par rapport à l'addiction au numérique, l'addiction aux réseaux sociaux par extension comme je le disais. Et dans cette troisième vidéo, je me permettrai de vous livrer, une sorte de réflexion plus globale sur ce qu'on peut appeler l'algorithmisation de nos vies. Donc nous verrons ensemble au travers de ces 3 vidéos, il s'agira de prendre conscience et de peut-être remanier certaines de nos habitudes pour, encore une fois, plus de santé et plus de conscience. C'est ce que l'on veut, non ? Alors tout d'abord, pour comprendre ce phénomène, on doit à minimum se concentrer sur qu'est-ce que notre environnement électromagnétique. Ici, j'irai pas en profondeur technique, mais je vais vous proposer plusieurs schémas. Alors déjà, on va distinguer les ondes électromagnétiques naturelles des ondes électromagnétiques artificielles. La lumière, c'est une onde électromagnétique en fait. Mais il y a aussi les rayons X, les rayons gamma, qui sont absorbés par la magnétosphère. La Terre aussi, elle émet des ondes. Alors, les ondes naturelles, elles ont plutôt tendance à être émises de manière continue, à contrario des ondes artificielles qui sont plus souvent pulsées et saccadées en fait. C'est pas du tout la même nature d'onde. Alors donc sur le tableau ici, on voit ces deux catégories, les rayonnements ionisants et les rayonnements non ionisants. Alors ionisant, ça veut dire qui perfore l'atome, qui fait prendre à l'atome un ion ou lui en fait perdre. Donc si vous voulez, ça change la matière. Les rayonnements ionisants, ils sont extrêmement réglementés. Ils sont pour la plupart radioactifs à différents degrés. Les rayonnements non ionisants, eux, ce sont des rayonnements qui ne peuvent qui ne peuvent pas vraiment arracher des ions à la matière, comme je disais, mais ils ne sont pas du tout sans conséquences. Et c'est tout l'objet de ce contenu informatif et de la réflexion de bon nombre de personnes dans ce monde. Alors il y a dans les rayonnements non ionisants un effet qui est connu, c'est l'effet thermique. Et en fait c'est le seul effet admis par tous. Là-dessus, sur l'effet thermique, il y a un consensus scientifique. Même si moi j'aime pas trop ce terme parce que ça peut jamais être absolu. Et ici, les normes, on va dire qu'elles nous protègent en conséquence sur l'effet thermique, je dis bien. Mais il n'y a pas de consensus sur les effets athermiques des ondes électromagnétiques. Alors la grande question qui se pose, comme je vous disais avant, c'est au-delà de l'effet thermique, est-ce qu'il y a des effets biologiques des ondes électromagnétiques? Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que certains chercheurs évoquent la difficulté de mettre en évidence la nocivité absolue des ondes électromagnétiques, non pas à cause du manque d'études sur le sujet, il y en a énormément, mais de part de la difficulté, on va dire, de la démonstration expérimentale systématique, sachant que beaucoup de critères sont impliqués, comme par exemple la durée dans le temps. Là, en fait, on a plusieurs obstacles au consensus scientifique, pour 3 raisons. La première, c'est que l'étude de ces phénomènes, elle est fragmentée et qu'elle requiert des analyses venant de spécialités médicales diverses, comme par exemple la neurologie, l'immunologie, les médecines internes, la génétique, l'épigénétique, et aussi des spécialités de la biologie. Et là, on verra en fait plus tard par rapport à ça qu'il y a un rapport international d'envergure qui s'appelle le Bioinitiative Report, qui comprend en fait toutes ces spécialités. On y reviendra plus tard.
Ensuite, le second obstacle, c'est la durée dans le temps. On a besoin en gros d'études toxicologiques, puis ensuite des études biologiques. Là, la durée dans le temps, elle est importante. On a besoin vraiment de passer au travers du temps pour comprendre les effets. Enfin, le troisième obstacle, et pas des moindres, c'est tout simplement les conflits d'intérêts. On a beaucoup d'études qui sont financées directement ou indirectement par les big télécoms, et en gros, on va dire qu'il y a un biais dans les méthodes utilisées, et ça crée une orientation dans les résultats. Par exemple, sur les études qui portent sur les durées courtes d'exposition, alors qu'on aurait besoin d'études sur les durées longues, qui sont très importantes. Voilà, donc la recherche, elle n'est pas toujours orientée vers le bien commun. Voilà, et ça, c'est pas nouveau. Alors, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vous parlerai surtout des radiofréquences, des hautes fréquences, pas des fréquences basses. Même si en général, ça porte sur l'électricité en fait, mais je vais me concentrer sur les téléphones portables. Donc, pour comprendre l'ampleur de la problématique, il faut déjà poser ce constat de base. Nous sommes des corps électriques. C'est irrémédiable. Donc par exemple, si nos yeux ils pouvaient voir tout le spectre d'ondes électromagnétiques naturelles, mais aussi des ondes artificielles, bon déjà, on verrait des myriades de flux et de mouvements de couleurs sans arrêt, sur Terre comme dans tout le cosmos. Des rayons cosmiques au rayonnement tellurique, nous, nos corps, en fait, ils résonnent sur des fréquences particulières. Ils s'adaptent à ces fréquences, mais naturelles. Par exemple, la fréquence de la Terre, c'est à peu près 13 Hz. Donc c'est 13 oscillations par seconde, vous savez, ces petites oscillations. Et les ondes naturelles, elles se situent en général entre 0 et 25 Hz. Et le corps humain, il produit des fréquences vibratoires qui sont uniques à chacun, qui sont entre 60 et 100 Hz. Pour vous donner un ordre d'idée, les ondes de la téléphonie mobile, c'est entre 450 Hz, donc 450 oscillations par seconde, jusqu'à 2 milliards d'oscillations par seconde. Donc c'est 2000 MHz. Et les ondes de la 5G par exemple, ça sera pulsé entre 24 et 94 GHz. Donc ça fait beaucoup. On est vraiment des antennes émettrices et réceptrices, avec un pôle négatif et un pôle positif. Et c'est pareil pour n'importe quel élément vivant sur Terre. Alors là, je pourrais vous parler des heures en fait de ce sujet, mais je vais directement vous recommander un livre qu'il ne faut absolument pas manquer, qui est un livre capital qui est sorti en 2017, qui s'appelle The Invisible Rainbow, que j'ai ici. Voilà. The Invisible Rainbow, History of Life and Electricity. Et c'est un bon petit pavé de 560 pages, mais avec pas loin de 140 pages de bibliographie. C'est énorme, le travail de recherche, il est ouf. Donc ce livre, il va sortir en français le 10 mars 2021. Écoutez, lisez ce livre, c'est une assurance santé. Et en plus, c'est passionnant vraiment. Vous verrez, des fois, ça rentre un peu dans le détail physiologique, technique, mais c'est juste incroyable. Le travail de recherche... c'est fou en fait, ce mec là il est un peu l'équivalent d'une femme dans les années 60 qui s'appelait Rachel Carson, où en gros elle tirait la sonnette d'alarme sur tous les produits chimiques déversés par l'industrie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouvaient en fait dans les champs de culture et in fine dans nos assiettes, etc., etc. Lui en fait c'est un peu le même type de personnage, mais ça concerne l'électricité. Voilà. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, j'ai fait une traduction abrégée sous forme de podcast sur cette chaîne, donc n'hésitez pas. J'ai fini la première partie du livre, la seconde partie va être livrée bientôt, je mettrai le lien dans la petite description. Alors maintenant c'est bon, j'arrête de parler, je vous ai fait une grosse introduction, maintenant vraiment, là pour de vrai, on va passer sur les effets sur la santé des ondes électromagnétiques via la téléphonie mobile. Donc je vais me référer ici à deux grands rapports qui sont les plus importants sur le sujet. Les champs électromagnétiques, comme je vous disais, c'est la source d'un prochain scandale sanitaire à venir, à peu près comme le tabac le fut. Et même, je pense que ce sera un scandale beaucoup plus grand puisqu'il concerne beaucoup plus de gens. Comme je vous ai dit, 5 à 6 milliards d'utilisateurs de téléphones dans le monde, sans compter toutes les ondes qui nous entourent, les stations relais et tout ça. Donc si vous croyez pas en ça, réfléchissez que pendant des décennies, en fait, ce qu'on appelait le Big Tobacco, le conglomérat des industries du tabac, ils ont financé de fausses études scientifiques en affirmant que fumer, c'était parfaitement sûr. Et cela a donné aux médecins, aux scientifiques et aux fumeurs
un faux sentiment de sécurité. Alors, il y avait déjà des signes avant-coureurs que le tabac était dangereux, mais il a fallu à peu près 50 ans pour que les gouvernements décident enfin de prendre des mesures par rapport à ça. Des mesures préventives, d'information, pour faire comprendre aux gens que c'était pas sans risque. Alors, par rapport aux champs électromagnétiques, on a beaucoup d'études, mais on en a 10 000 qui ont été relues par les pairs, ce qu'on dit. Il y a donc une étude d'envergure qui fait à peu près 600 pages, qui a été compilée par 14 scientifiques. Ça date de 2017, ça a été revisité en 2012 et il me semble en 2020. Ça s'appelle le Bioinitiative Report et ce rapport assure en fait que les effets biologiques athermiques sont clairement établis, qu'une exposition à de faibles radiations mais de manière chronique, ça peut endommager l'homéostasie qui est en fait la régulation et l'harmonisation des différents systèmes biologiques de notre corps. Alors ces effets, par exemple, ils vont aussi empêcher la réparation de l'ADN, produire des dysfonctions dans le système immunitaire, endommager le sperme, et tout ça on le reverra plus tard dans la vidéo. Ce rapport, il démontre aussi la plus grande vulnérabilité des enfants, les effets intra-utérins des ondes, ainsi que chez les nouveau-nés. On a aussi un lien qui est fait avec l'autisme, avec des risques d'endommagement de la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière en fait du cerveau qui permet de protéger le cerveau de toutes ces choses, des toxines, des virus, des bactéries. Et aussi, on a dans ce rapport des études épidémiologiques, c'est-à-dire des études qui font le rapport entre une maladie et différents facteurs, comme le mode de vie, les particularités individuelles, l'exposition à un produit toxique. Et ces études épidémiologiques, elles montrent de manière constante l'élévation du risque de cancer de cerveau et des effets neurologiques. Et il y a même des preuves que de nombreuses études épidémiologiques apportent qui montrent le lien de cause à effet donc entre des radiations électromagnétiques et les leucémies chez l'enfant. On a aussi la mélatonine, le cancer du sein, la maladie d'Alzheimer, l'augmentation de la toxicité des toxines chimiques déjà présentes dans le corps. Tout ça en fait c'est augmenté sinon causé par les ondes de nos appareils, mais aussi, je le répète, comme tout ce qui nous entoure, le Wi-Fi, le Bluetooth, les antennes relais et tout ça quoi. Et bientôt les satellites d'Elon Musk. On va juste noter que l'OMS, il n'a pas classé les ondes de radiofréquence dans le groupe 4, non carcinogène, ni dans le groupe 3, preuve pas assez suffisante d'effets carcinogènes, mais déjà dans le groupe 2B, possiblement carcinogène. Et il y a même beaucoup de scientifiques qui disent qu'il faudrait le mettre dans le groupe 1. Donc déjà, même dans le 2B, que font nos agences nationales de sécurité sanitaire? Que font les gouvernements? Quid de la gestion du risque? Ça, ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Et vous les poserez vraiment, je pense, à la fin de cette vidéo. Donc, une deuxième étude d'envergure, c'est le National Toxicology Program. C'est une étude qui a duré 10 ans aux États-Unis et qui a coûté à peu près 30 millions de dollars. Alors, cette étude, aujourd'hui, elle concerne à ce jour une évaluation des plus complètes sur la santé des animaux exposés au rayonnement des téléphones cellulaires. En novembre 2018, cette étude elle concluait que des rats mâles en fait exposés à des niveaux de rayonnement électromagnétique comme ceux des téléphones de la 2G, c'est le GSM, ou la 3G, je crois que c'est UMTS, et donc ces rats en fait ils développaient des tumeurs cardiaques cancéreuses, des tumeurs au niveau du cerveau, au niveau de la glande surrénale. Les rats, ils montraient aussi des signes de ce qu'on appelle une cardiomyopathie, qui est un précurseur de l'insuffisance cardiaque. Toutes les conclusions, elles ne sont pas les mêmes. Pour la moitié d'entre elles, les études soulignent des effets néfastes. Pour l'autre moitié, il y a des effets non néfastes. La première chose à savoir, c'est que dans ces tests sur les animaux, ils n'ont pas utilisé des téléphones normaux. Ils ont utilisé des appareils, des générateurs de fréquences. L'autre point important, c'est que en fait, les résultats, ils dépendent tout simplement du financement que les études ont reçu. Quand les études étaient financées par des industries des télécoms, les effets étaient pas, voire peu néfastes, et quand c'était des groupes indépendants, les effets étaient beaucoup plus néfastes. Comme par hasard. Alors, la grande critique, c'est pas avec la 5G, ça commence déjà avec la 2G avant, et même en fait si vous lisez le livre d'Arthur Firstenberg, vous le verrez, ça démarre au tout début du télégraphe il y a 130 ans. Il n'y a même pas d'études sur la 4G et il n'y a pas d'études sur la 5G non plus. Et il n'y a même pas d'études qui prend en compte tout en fait, je sais pas, le Bluetooth, le Wi-Fi, les antennes relais, les lignes à haute tension ou les molécules chimiques de l'environnement. Il n'y a pas d'études qui prend tout ça en fait
fait en compte, cette synergie, elle n'est pas prise en compte dans les études. Donc juste un dernier truc sur l'NTP, c'est que là-dedans il est écrit quand même noir sur blanc, Clear Evidence of Cancer. Voilà, je vais me limiter donc à ces 2 études qui sont parmi les plus importantes sur le sujet. Quand on cherche, on trouve, donc allez-y. Je vous mettrai quand même quelques études dans la description. N'hésitez pas à aller sur un site qui s'appelle robindetois.org. Eux, c'est une association qui fait vraiment le boulot. Si vous parlez pas français, vous utilisez DeepL et puis ça va très bien. Bon là, je vais vous faire en fait, en gros, en 6-7 catégories, les effets majeurs des ondes sur en fait nos systèmes biologiques. Alors, on va commencer avec les intestins. Donc, on a dans notre corps des trillions de bactéries qui forment des réseaux qui génèrent la vitalité des systèmes de notre corps. Et les bactéries, elles sont majoritairement nos amis. Il ne faut pas croire que c'est des méchantes personnes à chaque fois, parce que ça, c'est le dogme pasteurien. Et j'en parle dans ma première vidéo. C'est un dogme qui dure depuis plus d'une centaine d'années, qui considèrent que les virus et les bactéries, c'est des méchants et qui nous abîment. Or, en fait, nous sommes constitués de bactéries. Et ces bactéries, ce sont vraiment des alliés incroyables pour nos corps. On sait maintenant que 80% de notre immunité est logée dans notre flore intestinale. La flore intestinale, c'est géré par les bactéries. Les bactéries, elles régulent aussi notre équilibre psychologique. On sait maintenant que la manière dont on mange, ça peut influer sur les états dépressifs ou pas. Et là, en fait, dans ce cas-là, donc les champs électromagnétiques, ils peuvent créer ce qu'on appelle des dysbioses, c'est-à-dire en fait un déséquilibre de la flore intestinale. Les bactéries, en fait, sous l'effet des ondes, elles se reproduisent de manière beaucoup trop accélérée, elles sont désorganisées et elles créent ainsi une flore pathogène qui peut créer des pathologies, des maladies. Et elles peuvent créer par exemple une perméabilité de la barrière intestinale, ce qui permet malheureusement la circulation de molécules dans le sang et ce qui va entraîner des allergies, des maladies auto-immunes ou des affaiblissements immunitaires. On sait aussi que les ondes, elles ont une action sur les récepteurs de la vitamine D et que la vitamine D, si on n'en a pas, ça peut déréguler la flore intestinale. Les ondes aussi, elles agissent sur d'autres toxines dans le corps, donc ça fait synergie en fait. Par exemple sur les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, tout ça, ça agit là-dessus. Il y a même d'ailleurs les gens qu'on appelle les électro-hypersensibles, souvent ce sont des gens qui ont une multiple chimico-sensibilité. C'est associé. Le livre d'Arthur Fissenberg encore. Alors au niveau des cellules, si on a une trop forte exposition et qui est répétée aux ondes électromagnétiques, ça compromet en fait la communication entre nos cellules, puisque les cellules elles sondent sans cesse le milieu dans lequel elles évoluent et les interférences qui sont créées, ça les dévoie de leur tâche originelle et ça crée un stress majeur pour les cellules. Ensuite, il y a des dérégulations générées dans le système limbique. Le système limbique, c'est aussi ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est une partie dans le cerveau qui nous informe des risques potentiels en associant une émotion via nos 5 sens. Donc le système limbique, il jouera un rôle majeur dans la régulation thermique, dans l'olfaction, dans la mémoire, dans la gestion des émotions. Il est en lien direct avec le système des hormones, le système endocrinien. Donc ce stress chronique qui est engendrée par la quasi-permanence des ondes électromagnétiques environnantes, elles permettent pas, en fait, elles permettent pas la régénération, la réparation des cellules, parce que il y a une phase d'alerte tout le temps. Et cette surstimulation du système limbique, qui est un système en fait qui est en veille permanente d'un danger potentiel, et bien en gros cette surstimulation, ça va créer une hyperactivité qui va créer une perturbation dans le sommeil, la mémoire et les émotions par exemple. Et ça, il y a un médecin qui l'explique très bien, c'est le docteur Bellepomme, un spécialiste en matière d'ondes et de santé, qui vient de sortir un livre sur les ondes et la santé. Je vous conseille de vous le procurer. Alors il y a un autre phénomène super important, c'est l'interaction avec les flux de calcium dans et hors de la cellule. En fait, nos cellules, elles comportent des ions de calcium et de magnésium qui oscillent à des fréquences proches de celles de la téléphonie mobile. Et ces fréquences, elles vont ouvrir les canaux qui font rentrer le calcium dans la cellule. On dit que c'est des canaux calciques dépendants du voltage. Et en gros, il y a une distorsion du calcium dans la cellule et ça provoque un stress oxydatif et même un stress nitrosatif, on appelle ça. Ces canaux, ils sont essentiels au développement du cerveau, au système immunitaire, au fonctionnement des lymphocytes T, à la barrière hémato-encéphalique, à la barrière intestino-encéphalique
Et on sait que la variation irrégulière de ces canaux calciques, c'est le facteur de risque numéro 1 concernant l'autisme. Ces variations de ces canaux, ils entraînent de l'hyperactivité, du déficit d'attention, de la dépression, de l'anxiété et de la schizophrénie. Enfin, il y a des conséquences au niveau du flux sanguin et au niveau du cœur, entre autres. On a déjà les effets sur la barrière hémato-encéphalique dont je vous ai déjà parlé. En fait, ces effets, ils ont été découverts par un monsieur qui s'appelle Alan Frey dans les années 80 aux États-Unis. Lui, il a expérimenté sur des animaux les effets des micro-ondes pour voir aussi les effets sur le système auditif, les yeux, le cerveau, le système nerveux et le cœur. Et lui, il a donc découvert que les effets sur la barrière hémato-encéphalique, il a découvert que ces effets, ils se produisaient déjà à des niveaux qui étaient même inférieurs à maintenant les ondes utilisées par la téléphonie mobile. Et faut savoir que lui, ses découvertes à l'époque d'avant-garde, elles n'ont pas été financées par le cirque Pinder, hein. C'était le bureau de la recherche navale de l'armée des États-Unis, of the United States quand même. Et le cœur, en fait, c'est un organe électrique et les interférences avec les micro-ondes, ça perturbe son rythme en fait. Et le cœur, il est privé d'oxygène en gros à cause d'effets qui se produisent dans la cellule. On sait par exemple qu'au niveau sanguin, après 45 minutes d'exposition à un téléphone en mode réception, on a les globules rouges qui s'agglutinent et qui réduisent la surface de transport d'oxygène et le sang il devient visqueux et stagnant. Lisez le livre d'Arthur Firstenberg. Il y a la deuxième partie du livre que je m'apprête à traduire et à envoyer en podcast. Il donc passe en revue les plus grandes maladies de civilisation, c'est-à-dire donc les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, et il fait le rapprochement avec l'évolution de l'électricité, de l'installation, l'électrification de nos sociétés. Et je veux dire, c'est juste hallucinant, quoi. Alors, on a aussi des conséquences au niveau du système hormonal et reproductif. On sait par exemple que la mélatonine, elle est affectée à cause des ondes, mais aussi on sait déjà qu'elle est affectée à cause de la lumière bleue produite par les écrans. J'en parle dans ma première vidéo. Et une exposition constante en fait aux ondes augmente une hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Et à cause d'une persistance sur le long terme, on a une production de nombreux dysfonctionnements, comme par exemple de l'inflammation chronique, ça entraîne de l'immunodéficience, baisse de la libido, de l'acidité gastrique, de la perturbation du sommeil, une augmentation de l'anxiété, etc. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Quand on a trop de cortisol trop longtemps, c'est tout ce que ça fait. Il y a aussi la perturbation de la noradrénaline, de l'épinéphrine et la dopamine qui sont perturbées à cause des ondes, et ça, c'est 3 hormones qui sont intimement liées dans les problèmes d'obésité. Alors au niveau reproductif, depuis 50 ans, on assiste à une chute vertigineuse, une chute délirante de la qualité du sperme. En Angleterre, par exemple, sur une étude des plus larges menée dans le genre, on passe en 89 de 97 millions de spermatozoïdes par millimètre carré à 62 millions en 2002. C'est une chute d'un tiers. C'est énorme. Imaginez ce qui va se passer dans quelques générations. Là, il faut que je parle d'un docteur qui s'appelle Barry Trower, qui est un expert britannique en armes micro-ondes, qui a travaillé, lui, pour les services secrets. Il a travaillé pour la Royal Navy. Et il a fait une révélation, en fait, que dans des orphelinats britanniques, on avait stérilisé des enfants, les orphelins, avec des ondes micro-ondes de 2,0 GHz. Donc ça, c'est une information assez violente, mais on a de toute façon des études qui montrent la corrélation entre la concentration et la mobilité des cellules sexuelles avec des fragmentations et des défauts dans leur ADN, et donc le lien avec les radiations de la téléphonie mobile. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est des effets. Je me répète, mais lisez le livre L'arc-en-ciel invisible, où là, ça parle des effets sur les humains, mais sur les plantes, sur les animaux, etc. Voilà. Donc ici, je vais me permettre des petits conseils rapides, jeunes femmes et jeunes hommes en âge de procréer, et si vous le voulez, évitez coûte que coûte, s'il vous plaît, de grâce, les téléphones dans la poche, les téléphones dans la veste. En fait, dès que le téléphone est à proximité du corps, ça peut être dangereux, potentiellement. La tête, n'y pensons même pas, et encore moins près des téléphones proches de la tête des bébés ou sur le ventre d'une femme enceinte. Des fois, je vois ça, je pleure, quoi, c'est horrible. Alors là, par rapport justement au téléphone qui est dans la poche, des scientifiques ont remarqué depuis quelques années que les gens nés après 90, en gros, ont des cancers colorectaux de plus en plus.
Et normalement, les cancers colorectaux, c'est quelque chose qui se développe chez les personnes plutôt âgées. Alors pour terminer, je vais parler d'un récent rapport de l'ANSES en France, qui est l'Agence nationale de la sécurité et de l'environnement et de la santé, il me semble. Et cette agence, elle a fait remarquer il y a quelques années que 9 téléphones sur 10 sur le marché dépassent les seuils réglementaires. Alors les seuils réglementaires, là on parle du DAS, du débit d'absorption spécifique, c'est ACR en anglais. C'est un indice qui mesure seulement l'effet thermique et pas les effets biologiques des ondes dont je vous ai parlé avant. Et en plus, les tests, ils les font à 1,5 voire 2 cm du visage, de la tête. On n'utilise jamais le téléphone à 2 cm. Et quand ils font ça, c'est sur des mannequins remplis d'eau et de sel, quoi. Et en plus sur 6 minutes, voilà. Donc c'est un indice bidon. Et ça, il y a un docteur qui s'appelle Marc Arasi qui en parle très bien. Il a une association qui s'appelle PhoneGuard Alert. Je vous mettrai le lien. C'est que les normes, elles sont profit compatibles, quoi. Elles n'ont rien à voir avec le principe de précaution. Et ces normes, elles sont généralement faites par une agence internationale qui s'appelle l'ICNIRP, c'est International Commission on Non-Ionizing Radiation Program. Et donc ces normes, voilà, elles n'ont rien à voir avec nos biologies et rien à voir avec la gestion de risques pour la santé publique. Alors moi personnellement, j'ai peu voire pas du tout de confiance dans ces agences nationales ou internationales. Où sans doute d'ailleurs s'applique le principe, le phénomène des revolving doors. PhoneGuard Alert, par rapport à cette association, le 13 janvier 2001, Wikipédia a supprimé la page de PhoneGate qui s'était rebaptisée commercialisation de téléphones non conformes. Donc c'est beaucoup d'heures de travail qui ont été détruites sur sans doute un très grand scandale sanitaire à venir, mais qui est déjà en fait présent toujours à tout instant dans nos vies. Et dernier petit mot sur l'ANSES, en 2017, cette agence a demandé que les téléphones construits avant 2017 soient retirés du marché ou mis à jour par un procédé technique que je ne connais pas. Et ça, c'est énorme. Je veux dire, personne n'en a entendu parler. Ça représente des millions, voire des milliards de téléphones à l'international, des millions de téléphones en France, mais à l'international c'est énorme, nulle part repris dans les médias. Mais en fait c'est pas étonnant parce que il y a environ 50% des médias en France qui appartiennent aux big télécoms. Par exemple, aux États-Unis, la plus grande compagnie de fournisseurs de téléphonie mobile dans ce pays et même dans le monde, c'est AT&T. AT&T, il possède Warner Media. Warner Media, c'est pas ma page YouTube. Bon voilà les amis, c'est terminé pour cette première vidéo. Si vous pensez que ce contenu était bien, merci de mettre un petit pouce pour rythmer la vidéo. Moi je pense que c'est un contenu important, allez-y. Faites-le partager pour vous, vos proches, vos enfants, c'est pour votre santé là. Prenez soin de vous, réfléchissez à la manière dont on utilise ces téléphones. On verra ça dans la troisième partie au niveau des solutions. Et s'il vous plaît, en attendant, distance with your cell phone is your best friend. Voilà, la distance avec votre téléphone est votre meilleur ami. Passez une bonne journée. Salut et merci. So be straight with me. Is it true? It could be. No, Well, come very, on, it's- you know, there's very no few scientific cases. proof There at was all. an unfortunate Really a incident out in complicated Iowa. situation. Look, gentlemen, practice these words in front of the mirror. Although we are constantly exploring the subject, currently, there is no direct evidence that links cell phone usage to brain cancer. Between 1949 and 1962, everything we needed to know about microwaves was known and published. By 1962, all of the dangers, all of the hazards, everything was known. A statement was made in 1962 by the governments that birth defects, all birth defects, organs, whole organisms, all cells, brain function, all emotions, all moods could be altered, changed, and destroyed by 1962. Microwaves then, as now, were used as stealth weapons before they became cell phones. In 1965, the use of cell phones by the military was
used. I had them. By 1965, the prospect of cell phones and everything from cell phones was seen as a really, really lucrative market for the general public. And the military and the industry of several countries, the United States, Canada, us, some of the NATO countries, Australia and New Zealand, the people got together and they knew that cell phones and all the other gadgets you have today, they knew they would not be allowed under the current safety limits. And we needed a safety limit that could never be taken to court and never challenged if these things were to progress. And in 1965, they adopted an old 1953 thermal level. In order to prevent being taken to court, the industries and the people who make the decisions, they adopted the Schwann 1953 level, which basically says if a certain weight of your tissue, either 10 grams or a kilogram, depending which way you are going, does not heat up by a certain temperature in 6 minutes, then everything will be deemed safe for a lifetime's exposure for adults, women, children, pregnant women, everybody. And the 6-minute thermal level is the one that is still used today. They totally ignored and put aside the electric and magnetic vectors of the wave and the harm that the electric and magnetic vectors can do. So I don't knock it over again. Now, they interfere with the electrical conductivity of the cells, the electrical conductivity of the neurons, the electrical conductivity of the brain. They interfere with the resonant frequency of the circadian resonant cells, the cyclotronic ions. In fact, they interfere with everything. So all of those were brushed aside, and we stuck with the 6-minute thermal limit. Sometimes they extend it to 30 minutes, but basically it is a 6-minute, and that is what is in force today in 42% of the planet of what we are in that part today. So you have really no protection against the electric and magnetic vectors. And as I say, that is in force today. That comes from the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, who advise what was the government scientists, now Public Health England, who advise government, who advise councils, and it comes all the way down, and it is still in force today.